Donc moi je suis Antoine Djegbenou, je suis consultant en stratégie et en transformation et j'occupe actuellement le poste de directeur de la stratégie et de la transformation digitale à la compagnie Ivoirienne d'électricité. Donc je suis un des collègues du président. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui j'étais en train d'animer à côté avec la JNSI notre séminaire du coup sur la partie tableau de bord stratégique éveil. Et on avait démarré tout à l'heure par le séminaire. Je pensais que j'avais 2 heures. Au final, du coup, ça a été plus court, mais très intéressant en matière d'échange. Comme vous savez, et comme vous avez fait le choix d'être ici, on fait des choix tous les jours dans notre vie. On est bien d'accord, tous les jours. Et je pense que la cravate rouge du monsieur qui vient de s'asseoir, ce matin, tu l'as certainement choisi dans ton placard. Très belle cravate au passage. Donc, on fait beaucoup de choix. Et tous les jours on en fait. Et on procède également à des arbitrages en entreprise. Bon, je suppose que vous avez des fois une option 1, une option 2 à choisir quand vous devez arbitrer ou trancher. Donc quand on pilote, quand on dirige, quand on agit, qu'est-ce qu'on fait? On prend systématiquement des décisions. Et j'ai un ami qui me disait toujours que prendre des décisions ou faire des choix, c'est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. De prendre toujours des décisions. On en prend toujours presque partout. Slide suivant. Et pour parler justement de décision, j'avais décidé de présenter, on va dire, ces 3 hommes-là. Donc j'ai fait du plus jeune au plus vieux. On voit que les cheveux blancs. Commencer par Nelson Mandela qui est pourtant le plus jeune ici. Il nous dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans sa vision de la prise de décision, l'échec précède le succès. Freud va nous dire, s'agissant de prendre une décision mineure, mieux vaut poser le pour et le contre, mais face à une décision vitale, la décision doit venir de l'inconscient, du plus profond de nous. Dans cette affaire de décision, on commence à aller un peu plus loin. Freud introduit la notion de rationalisation dans les choix. Moi, ma maman m'a dit, quand tu dois prendre une décision, tu fais une balance dans ta tête. Tu regardes le pour et le contre. Si la balance penche du côté de pour, vas-y. Si elle penche du côté de contre, n'y va pas. Aussi simplement que ça, c'est ce que Freud nous dit ici. C'est une question de rationalisation, d'argumentation avant de décider. D'accord ? La notion de conscience ou d'inconscience est intéressante aussi dans le cadre de l'entreprise parce qu'il y a des informations qu'on maîtrise, il y a des informations qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'environnement dans lequel l'entreprise agit est également intéressant à prendre en compte quand on doit prendre des décisions. Et enfin, j'aime beaucoup Salomon. Dans le livre de Proverbes, il nous dit « Un sage est puissant ». Un sage est puissant. Quelqu'un qui sait est puissant. S'il est savant, comme si un sage ne peut pas être savant, je laisse ce débat-là, mais s'il est savant, il est 2 fois plus fort. Il dira après, aussi calcule bien ton affaire, si tu pars à la guerre, un grand nombre de conseillers donnent la victoire. Une manière presque voilée de nous dire que plus on a accès à de l'information, et plus on est capable de bien prendre des décisions. Moi je dirais, plus l'information est traitée, processée, et bien mise en forme, et bien présentée, on est capable de prendre de bonnes décisions. On va voir dans le slide suivant. Donc, alors, pour prendre une décision, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la décision est réalisée sur la base d'informations. Cette information, au fil du temps, s'est transformée aujourd'hui en data, en données. Donc, l'information, elle peut être quantifiable, elle peut être quantitative, qualitative, elle peut provenir de diverses sources, elle peut être abondante, elle peut être interne ou externe, elle peut être structurée ou non structurée, mais à la fin de la journée, l'information me permet de prendre des décisions. Aujourd'hui, pour prendre des décisions, il faut valoriser cette information, et c'est ce qu'on va voir, et surtout garder les yeux ouverts à travers le mécanisme de veille. Donc, Data Analytics, donc la partie data, c'est l'information. L'analytics, c'est les méthodes qu'on va prendre pour la traiter, la processer, la rendre bien comme vous voulez. Et enfin, la visualisation, c'est le tableau de bord. D'accord ? Et tout ça n'a de sens que si vous le regardez uniquement sous l'angle de ce qui est produit, ça va être limité. On est bien d'accord, il faut regarder autour de l'environnement de ce tableau de bord. Il y a peut-être des choses, si vous avez l'œil qui est toujours figé sur cet écran, vous ne verrez pas cette salle. Donc il faut aussi, au-delà du fait d'utiliser un tableau de bord, rester éveillé. Slide suivant. J'ai pris cette image-là pour indiquer justement l'importance de l'usage.
On veut avoir des tableaux de bord et des tableaux de bord, moi j'en produis beaucoup dans l'entreprise où je suis. Mais si je vous sors le taux d'utilisation des tableaux de bord, des fois vous allez vous poser des questions de base. Et bien que disant ce que je viens de dire, je me suis moi-même retrouvé dans certains cas où l'usage que j'avais estimé moi de ma fenêtre n'était peut-être pas la même vision que l'utilisateur en avait. Les fameux schémas d'interprétation en psychologie. Chacun va avoir une façon d'apprécier une information différente. Et ici, typiquement, je prends l'exemple de l'ampoule, parce que vous savez que les électrons existent depuis très longtemps. Avant 1879, on les avait déjà domptés. On savait les faire passer dans des circuits, on savait c'était quoi un électron. Mais on a commencé à chasser les électrons, à en produire en masse quand l'ampoule a été créée. C'est parce qu'il y a de la lumière dans cette salle qu'il y a un barrage pas loin d'ici. C'est parce qu'on a vu la lumière à travers cette ampoule-là qu'on s'est dit « Waouh, cette invention me parle parce que dans ma maison, je peux avoir ça et continuer à travailler le soir. Je peux avoir ça et regarder la télé. » C'est pour ça qu'il y a des barrages qui ont été inventés. C'est pour ça qu'il y a une production aussi importante d'électricité. Donc finalement, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est l'usage qui accélère la consommation. Si je reviens en tant que manager du coup dans mon entreprise, sur la partie données, si vous avez des données qui sont là, et vous en avez plein, dans ces données-là, il y a des données qui vont être exceptionnelles. Et des données qui ne vont servir à rien. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure dans l'autre salle, si tout à l'heure il y avait ici un tableau de bord qui me disait le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, à quoi ça vous sert? Pas à grand chose, on est 35, oh c'est sympa, on était 35, ouais, nothing. Par contre si je vous dis dans cette salle, il y a tel nombre de femmes, il y a tel nombre d'hommes, déjà ça commence à être peut-être intéressant, voir la proportion des femmes ou des hommes et compagnie. Là ça aurait été intéressant pour le coup de voir le nombre de femmes chez JNSI et le nombre de femmes ici. Je referme la parenthèse. Donc en gros, une information, elle peut être là de façon... on peut avoir plein d'informations, mais dans cette information, il y a des mines d'or. Comme par exemple dans les tiroirs de ma mère, par exemple, chez qui j'ai passé beaucoup de temps, il y a des colliers, il y a des colliers. Il y a collier et collier, collier de fête. C'est la même chose. Donc c'est l'usage, qu'est-ce que je vais faire de la donnée qui va guider finalement, comment je vais dire ça, l'exploitation ou l'intérêt finalement de cette exploitation-là. On peut descendre. L'ampoule a finalement été intéressante comme exemple ici. Tout ça pour en venir au fait que avant même de parler de tableau de bord, le tableau de bord finalement ce n'est qu'une sorte un peu de dashboard, donc de tableau qui vient synthétiser une information. La première question à se poser c'est quoi la bonne information? Et on retrouve ça justement dans la recherche de valeur. Parmi toutes les données que vous avez, quelles sont les données qui ont de la valeur pour vous? C'est la première question qu'il faut se poser. Et c'est tout l'enjeu des mécanismes de valorisation de données qui consistent tout simplement à créer de la valeur à partir de la donnée collectée et traitée. Suivant, on peut descendre. J'accélère un peu, comme j'ai un temps très court ici, je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, valoriser la donnée, qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire? Et là, honnêtement, entre les communicants et les marketeurs, il y a vraiment de quoi faire avec la donnée. Exemple, améliorer et enrichir mes offres et mes services. Donc quand je pense à offres et services, je me dis, voilà, par exemple, à CIE où on travaille, comment on peut améliorer nos offres et services? L'application mobile, tiens. On a mis des capteurs dans l'application mobile et on va compter le nombre de clics que les clients font. 97% des clients ont cliqué sur ce bouton, 1% ont cliqué sur celui-là, 0,3% ont cliqué sur celui-là. Dans les fonctionnalités de la version 2, il y a certaines fonctionnalités qu'on a complètement exclues parce qu'elles ne sont pas utilisées. Donc je viens améliorer mon service, je viens améliorer mes produits en exploitant des résultats d'analyse de données. Si je vous dis par exemple que la donnée permet de renforcer le niveau de connaissance des clients, je veux savoir tous mes clients par exemple de plus de 35 ans aujourd'hui qui n'ont pas de produit d'assurance vie. Question intéressante, ouais, j'en ai 400. Ok, ces 400 clients, on va leur proposer cette offre. Bon, à partir de la donnée, donc si vous n'avez pas ou si vous n'êtes pas analytique, si vous ne pensez pas données, vous allez demain aujourd'hui rater énormément d'opportunités business. Renforcer un dispositif de maîtrise des risques. Bon, ça, les financiers vous le diront. Quand le fisc arrive chez vous et que vous êtes capable d'expliquer au fisc, opération par opération, la part de TVA ou la part de redevance que vous devez payer, ils auront très peu de choses à vous dire.
La méthode qu'ils utilisent, c'est une méthode des flux. Là, vous allez utiliser une méthode quantitative, ligne par ligne. Optimisez vos processus opérationnels, anticiper et surtout surprendre la concurrence. Si demain, je me rends compte en utilisant ce qu'on appelle l'open data, ça veut dire les données publiques qui sont mises à disposition en Côte d'Ivoire, par exemple par les instituts de statistiques ou par des ONG sur il y a combien de naissances en Côte d'Ivoire par ville. Je peux réfléchir à des offres ciblées en me disant que dans 5 ans, dans cette ville, il y aura à peu près 1500 personnes qui auront 5 ans. Ça me permet d'avoir un avantage comparatif. Parce que je suis analytique. Je pense tout de suite utilisation de la donnée dans ma prise de décision. Et des exemples, vous en avez dans vos différents cadres. Je ne vous apprends pas grand-chose ici. On peut continuer ? Donc ici, en termes de facteurs clés de succès, quand on veut se lancer dans un projet de mise en place d'un tableau de bord, et vous allez voir que ça vous concerne tout de suite beaucoup plus que vous ne le pensez, il faut faire attention du coup à ces 7 points. Le premier point pour moi, c'est d'abord d'avoir une vision. Si vous n'avez pas une stratégie et que vous ne savez pas où l'entreprise part, je suis désolé, vous allez être capable de faire plein de choses si vous êtes smart, mais ce sera limité. Donc savoir les ambitions, les attentes, définir les use cases. Qu'est-ce que je veux comme KPIs? Qu'est-ce qui fait sens par rapport aux objectifs stratégiques qui ont été définis? Ensuite, l'organisation et les processus à mettre en place. Ce n'est pas chronologique, ce sont des facteurs clés de succès. J'en cite 7, ils ne sont pas chronologiques. Ensuite, la gouvernance de la donnée. Vous assurez que l'information que vous traitez est un minimum fiable et de bonne qualité. Ensuite, les choix technologiques appropriés. Ça, c'est plus pour les collaborateurs de la JNSI. Diffuser une culture de la donnée. Je suis manager, j'ai une équipe de communicants, j'ai une équipe de marketing avec moi. Comment, dans cette équipe, j'infuse, je pousse mes collaborateurs à penser données. Avant de prendre une décision, est-ce que tu as des éléments chiffrés, quantitatifs, qui te permettent de te lancer? Et ça, c'est au manager de l'infuser. Vous voyez quand on met un sachet de thé dans de l'eau chaude? Paf, ça se diffuse. C'est au manager de jouer ce fameux rôle de catalyseur, mot que j'emprunte à quelqu'un ici. Donc ici, il faut simplement toujours avoir en tête cette notion d'infusion. Une fois que j'ai compris, moi, en tant que manager, c'est quoi la donnée et que c'est quoi l'enjeu que ça peut représenter, comment je m'assure que tous mes collaborateurs aux différents étages pensent analytics. Je veux lancer une campagne marketing. J'en ai déjà lancé 5, mais c'est pas grave. Comme c'est mon travail, moi, j'aime que lancer des campagnes. Je m'en fous, c'est ce qui est prévu, je vais la faire. Quel a été le résultat des 4 dernières campagnes? Combien de clients ont été touchés? Est-ce que par rapport à la cible, tu as atteint tes objectifs? Quel est ton taux d'attrition? Quel est ton churn? Il y a plein de questions qu'on doit se poser avant. Mais je ne vous apprends encore une fois pas grand-chose. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc ça c'était pour conclure. Avant de se lancer, avant d'arriver au thème, du jour, là, avant de vous parler de tableau de bord, il était important de comprendre que la donnée en elle-même doit d'abord être fiable, c'est-à-dire de qualité. On doit pouvoir la collecter, la centraliser. Parce que s'il y a 4 personnes qui ont la même donnée, si je vous donne à vous ici 4 fichiers Excel, et puis je vous demande, dites-moi dedans, c'est quoi le chiffre d'affaires, j'aurai 4 résultats presque différents chacun. Parce que chacun va faire des filtres qu'il arrange et présenter le chiffre d'affaires comme il veut. D'accord? Ensuite, je dois pouvoir effectuer des traitements, diffuser, communiquer, former pour restituer afin de permettre que la décision soit prise de façon très simple. Suivant. Je vais maintenant arriver au fameux tableau de bord, là, le sujet du jour. Le sujet du jour qui est tableau de bord et veille technologique. Alors, j'ai décidé de parler de tableau de bord stratégique. Pour ceux qui connaissent, de balance scorecard et pas de tableau de bord traditionnel. Ces tableaux de bord là, le point de départ essentiel, c'est ça. C'est la vision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de vision stratégique, tout ce que vous allez produire ne va pas servir à des fins réelles. Ça va vous plaire, ça pourra vous servir à vous, mais ça ne servira pas aux enjeux de l'entreprise. Si je vous dis, mon objectif stratégique, c'est d'être le leader dans la distribution de sucre en Côte d'Ivoire. J'ai posé mon objectif, c'est ce que je veux. Je veux avoir une rentabilité de plus de 50% sur mes ventes à l'export. Ok, je veux par exemple être un acteur de référence dans le domaine de X. Une fois que cet objectif est donné, naturellement, je vais me poser maintenant des questions sur quels sont les indicateurs ou quelles sont les actions. Ça, c'est pas forcément toujours à vous de le faire, aux opérationnels, mais in fine, comment je vais venir mesurer la performance. Et justement, le tableau de bord stratégique est un excellent outil.
Parce qu'il permet vraiment de se poser les bonnes questions, d'écrire et de documenter des objectifs avant d'y aller. Et on va le voir, le lien entre la veille technologique et le tableau de bord stratégique se situe sous l'axe de l'innovation. Suivant. Je prends des raccourcis, hein. J'ai très peu de temps, donc je vais très vite. Ok, on y va. Donc le tableau de bord stratégique, il a été inventé par Kaplan et Norton là, en 1996. Moi j'ai appris ça sur les bancs. J'étais déjà né, hein, ça, ouais. Et du coup, ils ont créé ça et ils ont proposé au fait, au-delà d'avoir un tableau de bord qui se limite à la finance, là, ils ont rajouté 3 axes en disant que quand on fait un tableau de bord, on ne doit pas systématiquement le penser qu'avec des objectifs qui sont financiers. Exemple, le boutiquier du quartier. Achat, vente, marge, hop, pas de débat. Client qui soit satisfait ou pas content, sachet noir ou sachet bleu. Point. Pas de sachet personnalisé avec écrit dessus boutique, L, machin, truc. Non. Achat, vente. C'était ce qui se passait avant dans nos tableaux de bord. On n'avait pas forcément une dimension client. Là, ça doit vous parler. Normalement, quand je dis client ici chez vous, je veux avoir plein d'idées normalement, plein d'axes stratégiques à analyser. Donc, Kaplan et Norton ont proposé qu'au-delà de la vision financière, on intègre une dimension client, une dimension processus interne et une dimension innovation et apprentissage organisationnel. Et à chacune de ces étapes, à chacune de ces étapes, on va venir rattacher, on va dire, différents types d'indicateurs. Vous allez le voir, ils sont liés entre elles. On peut passer. Voilà. Donc, le premier axe, on peut passer encore celui-là, allons-y. Voilà. Le premier axe ici, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on descend encore un peu, voilà, ici, là. Donc, j'ai d'abord l'innovation et la conduite du changement qui vont apporter de la valeur ajoutée à mes processus internes. Donc, si je découvre un nouveau produit, un nouveau service, une découverte extrêmement importante, tac, celle-là, je la prends. La conduite du changement, comment je pousse mes hommes à adhérer au changement, mes méthodes, mes connaissances, mes retours d'expérience, tout ça, ça vient faire quoi? Ça vient améliorer mes processus internes. À l'intérieur de mes processus internes, est-ce que mon processus d'achat est efficient? Est-ce que mes ventes fonctionnent bien? Est-ce que mes campagnes marketing se déroulent bien? Est-ce que mes campagnes de communication touchent leur cible? Etc. etc. Est-ce que tout ce que je fais en interne marche bien? Parce que si tout ce que je fais en interne marche bien, la première conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est que j'optimise tout de suite mes charges. Donc ça plaît aux actionnaires. Deuxième point, je propose des services aux clients qui sont naturellement plus efficients. Exemple concret, délai de prise en charge client. Je fais une demande, la demande met 10 jours. Je fais une demande, la demande met 1 jour. Comment je mesure un délai moyen de traitement d'information? Donc, ils ont proposé justement qu'au-delà de la dimension de se retrouver simplement à la fin avec revenu moins charge égale à résultat, de regarder tout ce qui compose le revenu et la charge. Tout ce qui peut influer indirectement sur ces composantes-là. D'où la notion justement de tableau de bord stratégique. Et bien sûr, tout ça passe, vous avez vu ce qui est au milieu, par la vision et la stratégie. Il y a même une petite erreur sur ce schéma. J'aurais dû faire une flèche en bas, une flèche en haut pour la vision et la stratégie. Parce que c'est l'axe principal, c'est le vecteur principal majeur. Suivant. Restez 5 minutes, voilà. Donc là, ici, j'ai mis quelques exemples d'indicateurs. Typiquement, si je me concentre chez vous sur la partie client, le taux de satisfaction, l'efficacité des promotions, la lifetime value d'un client. Si je vous demande ici de me dire quel est le délai moyen de vie d'un client chez vous, pour certains c'est évident, pour d'autres peut-être moins. Si je vous demande de me dire sur tel segment de clients, quelle est votre croissance du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, peut-être que ça parle à d'autres ou pas. Si je vous demande, vous avez combien d'incidents clients sur vos différents produits et services par mois. Donc il y a énormément d'indicateurs auxquels on va penser, ce sont des exemples, mais qui doivent tous s'arrimer à la vision stratégique. Si mon objectif c'est d'être le leader, qu'est-ce que ça va induire sur le nombre de clients? Mon nombre de clients devient un indicateur clé. Je dois avoir le plus de nombre de clients, le plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Leader en quoi? Leader en termes de représentativité, leader en termes de part de marché, leader en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc je vais venir décliner cet objectif-là sur ces différents axes. Ce sont des exemples, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, et ça a peu d'intérêt par rapport à une vision stratégique qui est théorique. Par contre, après, j'ai pris le cas, vas-y, on peut descendre, de présenter, voilà. Ça, on peut passer aussi. Voilà, j'ai pris des exemples ici, mais on ne va pas les parcourir. C'est la vision, la mission et des exemples d'indicateurs concrets. Voilà, on peut passer aussi dessus. On peut passer aussi sur cet exemple-là. Voilà.
Oui, ah, là, celui-là, il est intéressant. Les gourmets de Fanny. Je ne connais pas Fanny, hein. Mais par contre, j'ai découvert ça sur Facebook un soir. Et puis, je suis parti à la boutique. Et je suis arrivé à la boutique et j'ai dit à la dame, est-ce que vous connaissez, dans vos gourmets de noix de cajou, le meilleur produit? Elle me dit, non, tout est bon. Je dis, non. Je suis pas venu acheter ça. Je suis venu acheter celui qui a eu le plus de likes sur Facebook. Il a eu 127 likes en 2 jours. Et c'était quoi? On peut aller au slide suivant. C'était... On peut descendre, ouais. C'était celui-là que j'ai fini en une soirée. Tu vois? Noix de cajou caramélisée au gingembre. Tu connais, tu confirmes, il est bon, hein. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai vu l'information, donc j'ai analysé l'information, et je ne suis pas allé prendre ceux qui sont au poivre ou au truc bizarre, hein. J'ai pris celui-là parce que justement, l'information que j'avais vue sur Facebook m'avait convaincu qu'il fallait prendre celui-là tout simplement. Alors imaginez-vous maintenant un instant, hop, oubliez tout ce que je vous ai dit, on parle de tableau de bord stratégique, hop, on oublie tout ça. Dans mon entreprise, dans les produits que je manage, dans les services que je manage, comment aujourd'hui je mesure ce taux de qualité? Comment je mesure la perception de mes clients? Est-ce que je la quantifie? Et si je la quantifie, comment je la manage aujourd'hui? Comment je la structure dans les tableaux de bord? C'est bien ça qu'on va voir juste après. On peut poursuivre maintenant? Simplement après ça, ce sont des méthodes. On peut passer aussi ça. C'est le lien avec la veille techno. Donc tout ça, pour arriver à vous dire que je ne vais pas vous parler de veille ici, mais simplement 2 commentaires. Aujourd'hui, la notion de tableau de bord doit être pensée à l'aune de tout ce que vous pouvez avoir comme intérêt, pas que lié, on va dire, à ce que vous aimez, mais à ce que l'entreprise s'est fixé comme objectif. À choisir des cas de valorisation de données qui font sens pour vous. Pas comme chez nous, où la semaine dernière, j'ai fermé 16 tableaux de bord. Et personne ne s'est plaint, hein. Donc ça veut dire qu'ils ne sont vraiment pas utilisés. Donc il faut vraiment partir sur des choses qui sont concrètes, qui font sens. Personne n'est venu me dire « Antoine, pourquoi tu as fermé mon service ?» Merci, hein. Il faisait vraiment sens. Par contre, j'en ai certains, comme un cas de transformation, où on parle de veille technologique, que je peux me permettre de citer, parce que ça peut ne pas le paraître comme ça, mais on est quand même une référence dans ce domaine-là, sur l'aspect de l'éclairage public. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le réseau d'éclairage public en Côte d'Ivoire est doté de capteurs intelligents. Tous les matins, quand les collaborateurs arrivent, c'est une machine qui leur dit les endroits où ils doivent partir changer les ampoules. Comme on en a beaucoup, on ne peut pas tout changer, hein. Ça il faut l'admettre, hein. On a des limites de capacité. Mais aujourd'hui, on a une information qui nous dit que ce matin, il faut partir à Trècheville, rue 12. Pour aller changer là-bas, il doit y avoir 2 ou 3 ampoules qui manquent. Et ça, si aujourd'hui ce rapport, je le supprime, demain, c'est le patron de l'exploitation qui vient me voir pour me dire « Qu'est-ce que tu fous ?» Parce que ce rapport génère un intérêt fort et parce que ce rapport est extrêmement important pour l'exploitation, alors il devient critique. Et ce rapport prend également un rôle stratégique, plus qu'opérationnel. De la même manière, en faisant l'exercice interne de se dire, dans mes processus aujourd'hui que je manage, dans les processus que vous managez, que vous traitez, que vous gérez, qu'est-ce qui dégage de la valeur? Qu'est-ce qui fait sens par rapport au pilotage de vos actions opérationnelles, héritées de la stratégie d'entreprise? Enfin, finir par cette phrase-là est extrêmement intéressant, et je pense que beaucoup de gens doivent la connaître ici, de Napoléon, même si je ne partage pas tout ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'elle est belle. Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable. Voilà. Quand ils l'ont chopé en Belgique, il a retenu ça. Et c'est vrai. Mais c'est une leçon tellement riche de sens que, surtout pour vous, acteurs de la communication et du marketing, on peut accepter, oui, de se faire battre sur une opération en s'étant battu les armes à la main, en ayant riposté à une demande les armes à la main, mais se faire surprendre n'est pas pardonnable. Voilà, sur ces belles paroles, merci.